Bonjour. Donc, c'est la suite du cours précédent sur l'éthique et la déontologie. Donc, c'est la section A1-2. Donc, on va étudier la charte d'éthique et de déontologie universitaire, appelée Mithaq Akhlaqiyat wal Adab al-Jamiyya. Le lien se trouve en bas de cette page. Donc, il y a une pyramide qui a été conçue. Donc, on trouve la morale et l'éthique, la déontologie et la légalité. Donc, l'éthique et morale sont régies par des principes et des valeurs. Leurs sanctions, ce sont des sanctions morales. Pour la déontologie, elle se trouve dans des codes de déontologie. Les sanctions sont professionnelles ou internes. Pour ce qui est de la légalité, donc nous avons des lois. Les sanctions sont d'ordre judiciaire, au pénal ou au civique. Pour ce qui est des principes fondamentaux de cette charte d'éthique et de déontologie, donc nous avons l'intégrité, l'honnêteté, la liberté académique, la responsabilité, la compétence, le respect mutuel, l'exigence de vérité scientifique, l'objectivité, l'esprit critique et l'équité. Donc ces points ont été abordés lors du cours précédent. Même il y a un cours en PDF sur Moodle, donc qui est bien détaillé. Donc les droits de l'étudiant. Donc on a trois protagonistes ou trois acteurs au niveau de l'université. Donc on a l'étudiant, on a l'enseignant-chercheur, on a le corps technique et administratif, ou le personnel technique et administratif. Donc pour ce qui est des droits de l'étudiant, on a commencé par les droits de l'étudiant parce que ce cours il est dispensé aux étudiants. Donc un enseignement, donc l'étudiant a droit à un enseignement et une formation à la recherche de qualité, avec un encadrement de qualité bien sûr, avec des méthodes pédagogiques modernes et adaptées. Donc l'étudiant a droit à la dignité et au respect, aucune discrimination du genre ou à toute autre particularité. Pour la discrimination, on va la voir dans les cours prochains. Donc il a droit à la liberté d'expression et d'opinion dans le respect des règles régissant les institutions universitaires, au programme et au support de cours qui doivent lui être mis à sa disposition. Donc il a droit à une évaluation juste, équitable et impartiale. Donc après les examens, la remise des notes, le corrigé-type, le barème de l'épreuve et au besoin seulement la consultation de copies se font dans des délais n'excédant pas ceux fixés par les comités pédagogiques. Donc il a droit à un recours s'il s'estime lésé dans la correction d'une épreuve par exemple. Il a droit à la sécurité, l'hygiène et à la prévention sanitaire. Il a droit aux informations concernant la structure d'enseignement supérieur et au règlement intérieur. Pour ce qui est du règlement intérieur, il existe au niveau de notre administration et lors de l'inscription, on lui remet le règlement intérieur à sa disposition. Donc, il a droit à l'accès à la bibliothèque. Donc, il existe différentes bibliothèques au niveau de notre université. Donc, les bibliothèques des départements, des différents départements, des bibliothèques des différentes facultés et la bibliothèque centrale. Donc, au centre de ressources informatiques et à tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité. Donc l'étudiant peut élire un représentant parmi ses camarades ou ses collègues au comité pédagogique, mais cette élection ou ce choix se fait sans entrave ni pression. Donc, il a droit à la création des associations estudiantines à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif. Elle ne doit en aucun cas s'immiscer dans les affaires administratives de l'université. Pour ce qui est des devoirs de l'étudiant, donc il doit respecter la réglementation en vigueur, la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire. Donc, il dit communauté universitaire, dit le corps enseignant, chercheur, et le corps administratif et technique, et même les étudiants. Donc, il doit respecter le droit des membres de la communauté universitaire à la libre expression, les résultats du jury de délibération. Il doit fournir les informations exactes et précises lors de son inscription,
Il doit s'acquitter, se munir de ses obligations administratives envers l'établissement. Il doit faire preuve de civisme, tahadhur, et de bonnes manières dans l'ensemble de ses comportements. Il ne doit jamais frauder, ni recours au plagiat. Donc pour la fraude et le plagiat, on va les voir dans les cours qui viennent prochainement. Il doit préserver et ne pas dégrader les locaux et le matériel qui est mis à sa disposition. En cas de faute, les sanctions sont prévues par la réglementation en vigueur et le règlement supérieur. Donc ces sanctions sont du ressort de l'établissement. Donc le deuxième acteur de l'université est l'enseignant-chercheur. Donc parmi ses droits, on doit lui garantir l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la base de qualifications universitaires et de l'expérience acquise, le droit d'enseigner à l'abri de toute ingérence dès lors qu'il respecte les principes d'éthique et de déontologie. Donc les questions sur la définition de l'administration des programmes d'enseignement, de recherche, d'activités péri-universitaires, ça veut dire en dehors des tâches universitaires, les activités sportives, culturelles, etc. et d'allocation de ressources doivent reposer sur des mécanismes transparents. Pour qu'un enseignant-chercheur puisse exercer ses fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. Donc, l'évaluation et l'appréciation de son travail font partie intégrante du processus d'enseignement et de recherche. Ces évaluations doivent porter sur des critères académiques d'appréciation des activités d'enseignement et de recherche et des autres activités professionnelles en relation avec l'université. Donc pour cet enseignant-chercheur, il doit bénéficier des conditions de travail correctes, des moyens pédagogiques et scientifiques nécessaires qui lui permettent de mener pleinement sa tâche, de disposer du temps nécessaire et libre pour effectuer une formation ou réaliser une formation permanente et bénéficier d'un recyclage périodique de ses connaissances à travers des formations ou à travers des stages au niveau des laboratoires, des différentes universités ou des différentes industries sur le territoire national ou à l'étranger. Parmi les devoirs de l'enseignant-chercheur, il doit assurer pleinement ses fonctions universitaires. Il doit être une référence en termes de compétences, de moralité, d'intégrité et de tolérance. Donc, il doit donner une image digne de l'université. Donc, il doit être un exemple pour la société, pour ses collègues, pour les étudiants et pour le corps technique et administratif. Donc, il doit respecter les principes d'éthique et de déontologie universitaire. Il doit agir avec soin, diligence, ça veut dire rapidité, compétence, intégrité, donc honnêteté, indépendance, loyauté et bonne foi, au mieux des intérêts de l'institution universitaire. Donc, l'inverse de bonne foi, c'est être fourbe. Donc, il y a derrière une hypocrisie, la mauvaise foi. En cas de faute professionnelle et de comparution devant les instances disciplinaires habilitées, habilité ça veut dire muhayya'a. Oui. Celles-ci peuvent, selon le degré de gravité de la faute, proposer des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance de la qualité d'enseignant supérieur. Et par la suite, vous avez la rétrogradation, la radiation, etc. Donc, le troisième protagoniste de l'université est le corps technique et administratif. Donc, parmi ces droits, donc, il doit être traité avec respect, considération et équité, au même titre que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Il doit avoir droit
lors des examens de recrutement, de l'évaluation, des nominations, des promotions, à un traitement objectif et juste. Il ne doit subir aucun harcèlement ni aucune discrimination dans l'évolution de sa carrière. Il doit bénéficier de conditions adéquates qui lui permettent d'accomplir au mieux sa mission. Il doit bénéficier de dispositifs de formation continue et d'amélioration constante de ses qualifications, tout comme l'enseignant-chercheur et l'étudiant. Donc, parmi les devoirs du personnel administratif et technique, donc, il doit se munir de la compétence, l'impartialité, l'intégrité, le respect, la confidentialité, la transparence et la performance. Donc, pour ce qui est de la confidentialité et la performance, ainsi que la compétence, on va les voir dans les chapitres suivants ou les chapitres prochains. Donc, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.